Voilà, on a un beau système qui est fantastique, mais on a quand même un niveau de contrôle avec un laboratoire qui est autour de tout ça. Et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Patrick, ça Et c'est vrai aussi dans la, voilà, pour libérer un lot, bon, on est, il va falloir 2-3 contrôles et 2-3 analyses quand même. Qu'est-ce qu'il fout le labo de microbio en fait? Alors, Autrement dit. Autrement dit, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme contrôle? donc le test de ST qui est le plus représentatif, comme on sait. Bien sûr, test de stéréo. S'il est bon, c'est bien, c'est bon. Statistiquement, les 20 seringues sur 500 000, on est, Ah bah si c'est bon, c'est bon. on est au taquet, quoi. Non mais par contre, tiens, l'utilité du test de sté, c'est intéressant parce qu'il est obligatoire, mais il ne veut pas dire grand-chose. Sauf quand il pousse. Quand il pousse, On a commenté, quand on a justement dans le cas de... Parce que ce sont des contrôles qui sont décrits dans l'annexe 1, la version existante déjà, et puis dans la nouvelle. Donc on a largement commenté ça, on a dit il y a des choses qui ne nous paraissent pas très pertinentes, parce que on est sur une approche d'assurance, puis à la fin, comme tu dis, on prend 25, sur une taille de l'eau de 1-2 millions éventuellement, et puis on se dit, bon bah, vu qu'il y a ça, c'est bon, on appuie sur le bouton. oui, juste le test de sté, excuse-moi, mais pour ceux qui auraient dû dire en 2 mots ce que c'est qu'un test de sté, comme on dit, on va prélever des seringues ou des unités représentatives au cours du lot, mais qui sont une taille, on va dire, comme ça par rapport à la taille de l'eau, on dit ça peut être 25 sur 1 million, qu'on va aller essayer de faire pousser, en gros, et on va essayer de démontrer que ces seringues-là, et uniquement celles-là, sont stériles en gros. On va les mettre dans un isolateur, en microbio, etc. et faire un test autour de ça. Alors, ouais, ce que demande aussi la réglementation, c'est d'aller prélever quand on a des interventions un peu plus à risque, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'on en rigole, mais effectivement, c'est une demande réglementaire, il faut le faire, mais c'est en aucun cas là-dessus qu'un QP libère un lot, parce que c'est du contrôle qui est extrêmement représentatif. En revanche, on a plein de contrôles en cours de production. On a parlé tout à l'heure des contrôles d'environnement, on vient faire des prélèvements d'air, des prélèvements de surface, etc. Tout ça, on incube, et c'est lié en fait à la fabrication du lot qui est en cours. Et donc à la fin, on analyse ces résultats de contrôle d'environnement et on démontre qu'on est en dessous d'un certain niveau de contamination. Et on n'a pas parlé de classe A, je pense, mais par exemple, dans nos isolateurs, on appelle l'environnement classe A, et donc on a une norme, une limite à, pareil, 0. Donc on n'admet pas une contamination. Donc on doit s'assurer à la fin que nos boîtes répondent à cette limite. Ce qui est assez logique pour le 0, au sens où on pourrait dire, c'est vachement strict, etc. Mais ok, on veut avoir un niveau d'assurance de stabilité très élevé, mais en ayant en tête que le monitoring qu'on réalise, par exemple les boîtes de pétri, ok, on va avoir sur une classe A, on a des boîtes de pétri qui sont exposées à 100% du temps où on fait de la prod. C'est-à-dire qu'on les change toutes les 3-4 heures en fonction de blablabla. On va changer les boîtes, on va en mettre une autre à des endroits critiques. Mais le pourcentage, enfin j'ai en souvenir des pourcentages qui sont pareils avec beaucoup de zéros après la virgule. Le pourcentage d'air ou d'environnement qu'on va capturer au travers de ces contrôles, il est négligeable en fait. Enfin, il est négligeable, c'est-à-dire que c'est des 0,000% de l'air qui au final a été en contact avec les produits, etc. Donc ça explique aussi qu'on peut pas. Enfin, entre guillemets, s'il y en a un qui pousse, ça veut dire quelque chose. Que quelque chose s'est passé. Voilà. C'est pas juste, il y a eu une bactérie dans tout l'environnement et donc de bol elle est tombée sur cette boîte de pétri. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui pousse, il y a ce qu'on appelle une contamination sur pluie. Ça veut dire qu'il y a une grosse investigation à faire et autre chose qui s'est passé, ça révèle pas que cette boîte-là avec cette bactérie. On a une défaillance. Voilà, voilà, tous ces contrôles d'environnement. On a des prélèvements en cours sur le produit, on a une analyse qu'on appelle bioburden. Les bioburden. C'est ce que disait Joker, les bioburden sont mieux que les essais de ST, donc très bien. Qu'est-ce que c'est un bioburden? C'est quoi cette chose? En fait, pour fabriquer un médicament stérile, on part d'une solution qui, elle, n'est pas stérile. Elle a un niveau de contamination faible, mais elle n'est pas stérile. Et puis, dans la plupart des cas, on passe sur une membrane de filtration, un filtre dit stérilisant. Et donc, qui lui va permettre d'avoir une solution stérile qu'on va injecter ou qu'on va utiliser pour remplir les flacons, seringues, ampoules, peu importe. Donc, tout se passe autour de ce filtre stérilisant. Et juste avant le filtre stérilisant, on vient faire un prélèvement de la solution dans une petite poche aseptique la plupart du temps. Et donc, on vient démontrer que ici, on a aussi un niveau de contamination qui ne dépasse pas une certaine limite. Donc, on admet, en l'occurrence, c'est 10 UFC, 10 contaminants pour un volume de 100 ml. Donc ça, c'est pareil, c'est normé, c'est réglementaire. Et on fait une analyse au laboratoire microbio. On reprend notre petite sach contenant la solution et on la vide sur une membrane, on la filtre. Et ensuite, on vient mettre cette membrane de manière complètement aseptique sur une boîte de pétri, une culture. On vient compter éventuellement le nombre
de micro-organismes qui seraient présents. Et donc, on n'a pas le droit de plus de 10% ml pour être certain que notre process de stérilisation grâce à ce filtre-là est efficace. C'est intéressant parce que tu t'es arrêté sur les UFC parce que c'était déjà un peu compliqué. Et nous, c'est quand même intéressant au sens, comme on disait tout à l'heure, sur le côté statistique et des boîtes de pétri, où quand ça tombe, qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a autre chose qui... C'est pas juste ça qui s'est passé, il y a sans doute d'autres défaillances. Ce qu'on voit pousser sur les Blue Burden, c'est des UFC, donc c'est des bactéries qui sont revivifiables en quelque sorte. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément que celles-là qui étaient présentes dans la... Voilà. C'est celles qui sont encore suffisamment en forme pour être revivifiables et qui soient, voilà, avec le milieu nutritif, un peu de conditions un peu sympas, peuvent revivre. Mais on pourrait avoir aussi des bactéries à gram négatif, dont on citait tout à l'heure les dangereuses endotoxines, et qui pourraient être là aussi. Donc du coup, tout est question aussi de statistiques. C'est-à-dire que, pour moi, dans l'assurance de ST, ce que tu vois, dans le cadre des contrôles, c'est que dalle par rapport à ce qui existe réellement. Il faut l'avoir en tête, faut le pondérer vraiment dans ses prises de décision. C'est le meilleur conseil qu'on m'a donné dans ma vie quand je faisais du stérile, en tant que QP, c'était, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on prend les boîtes de pétri, c'est moins de 20% des surfaces, tu prends ton sampler, c'est moins de 0,1%, tu prends le Biobordone. Biobordone est peut-être celui qui va être le plus représentatif. Ouais. Mais le Biobordone, c'est uniquement avant filtration, avant autoclavage, etc. Et aussi, un Biobordone sur un remplissage septique, t'en fais pas. Bah, tu le fais avant filtration, mais le Biobordone, t'en fais pas, ça te couvre pas après, quoi. Ouais. Donc, mais ouais, faut avoir ça en tête. Faut relativiser le truc, quoi. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a beaucoup de choses qui sont transparentes. Parfois, ça peut arriver de tu refuses un lot, alors que tous les résultats sont bons aussi, quoi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, par rapport à ta question, j'ai commencé par, on va dire, le design et les fameuses technologies barrières. C'est un exemple, parce que, et c'est de plus en plus ça qui s'applique, c'est-à-dire que tu dois designer ton process pour augmenter la probabilité et l'assurance de stérilité. Et à la fin, te reposer le moins possible sur ces résultats de contrôle qui, tu dis, sont représentatifs de ce qu'ils sont. Quoi. Ben ouais, c'est très très partiel en fait. C'est tout le reste qui a plus d'impact que ça finalement. Et tout ça, ça doit être décrit dans la CCS dont on a parlé. Je vais te dire, on a du taf. Tu parlais tout à l'heure parce que les Biobordone, à la limite, tu me disais, il faut qu'il y ait un niveau de bactéries qui soit relativement maîtrisé avant d'aller filtrer. Mais moi, je m'en fiche, j'ai un filtre. Ouais. Donc, du coup, après, ce sera stérile parce que mon filtre, il est stérilisant. Ça veut dire qu'il va être... Déjà, comment ça se fait qu'il est stérilisant? Oh, tu connais rien! Non, mais en fait, t'as bossé sur les sites stériles. Ah, tu connais rien! T'as libéré des hauts. Oh là là, horrible, quoi! Mais alors, mais je fais le naïf depuis 4 mois et demi, depuis 5 mois, je fais toutes les questions, voilà. Mais non, mais c'est quand même intéressant de se dire, ce niveau de Biobordone qui est avant les filtrations, on veut quand même le maîtriser, parce que les filtres, ça reste des filtres, quoi. C'est pas des barrières infranchissables, mais ils ont une capacité de filtration, quoi. Exactement. Voilà, on ne peut pas renvoyer, on envoie de la merde sur un filtre, ça reste de la merde. C'est ce que je dis. Ça, c'est aussi Patrick. Il va venir, Patrick. Il va venir, Patrick, on l'invitera bientôt, pour ceux qui connaissent un certain Patrick avec un chapeau à plumes. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter sur les contrôles? Ah si, on peut parler des contrôles. Tu as parlé des contrôles d'air. Non, sinon, on a les boîtes de pétri qui sont des boîtes qu'on appelle plutôt passifs. Enfin, on parle des contrôles passifs qui sont du coup ces boîtes qui attendent qu'il y ait une bactérie boîte de sédimentation. L'air attend vraiment que les particules tombent dedans. On a des fois des choses peut-être un peu plus pertinentes sur l'air actif. Ouais. Et donc on doit utiliser les deux, les passifs et les actifs. On a un système avec un petit pompe qui vient prélever un volume d'air typiquement 1 mètre cube. Donc là oui, on vient favoriser, prendre les particules viables, donc les micro-organismes dans l'air. Et on les concentre sur la boîte. Là, on a quelque part peut-être un peu plus de chance de choper des bactéries s'il y en a. Mais par contre, ça dure que 10 minutes. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que tu couples les deux stratégies avec des boîtes exposées en continu. Au cas où il y en a une, au moins tu te dis qu'elle tomberait dedans. Et les 10 minutes plus pertinents, mais que sur 10 minutes. Donc voilà, les deux te permettent d'avoir un recouvrement assez... Et sur les particules, alors qu'on a cité tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a comme moyen de mesure ou comme moyen de contrôle en continu ou voilà. Donc là, sur nos amis les particules qu'on cherche à ne pas avoir. Les non viables. Donc là, les particules non viables. Donc là, on est plutôt, par contre, sur le spectre des particules invisibles. C'est à ça que Oui, c'est à ça que je voulais en venir. Ouais, t'as vu, on a des connexions depuis tout à l'heure. Et donc, on a des systèmes qui sont installés sur nos machines à remplissage.
avec ce qu'on appelle des sondes isosyndiques, mais donc peu importe, des espèces de sondes en forme de tube en inox qui viennent avec une petite pompe prélever un volume d'air en continu et donc la plupart du temps un pied cube toutes les minutes. Oui, les pieds cubes et les mètres cubes, ça aussi, entre les trucs. Je le révise à chaque inspection. À différents points de critique du process de remplissage. Et donc tout ça, ça constitue en fait une base de données d'enregistrement en continu de nos potentielles particules non viables, avec des particules d'une taille inférieure à 0,5 micron, qui sont un peu le tout venant, le bruit de fond dont on parlait tout à l'heure, et puis les particules qui nous embêtent encore plus, qui sont celles de 5 microns. T'en as moins, mais qui peuvent être un vecteur potentiel d'autres types de particules qui sont les micro-organismes. Comme on disait tout à l'heure. Ce que tu dis là sur les contrôles, sur les sons, etc., je reboucle avec ce que nous dit François Caboulet dans notre chat, qui a sur AGST comment c'est la rédaction des cahiers des charges d'équipement et environnement. Mais effectivement, parce que tes supports de tes boîtes de pétri, tes supports de tes sondes, de tes aspirateurs à germes pour faire la partie l'air, tu le définis d'entrée de jeu, quoi. C'est pas après que tu vas le définir. Non, c'est un peu tard après. C'est un peu tard. Tu vas ramer, quoi. Parce que, forcément, tu dois les mettre dans une zone critique, mais en plus, ça veut te dire que dès la conception de la machine, tu dois savoir où tu vas les mettre. Exactement. Oui, parce qu'il faudra justifier après pourquoi c'est la zone la plus critique, etc. C'est tout ça basé sur des analyses de risque. Par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce qu'un l'assurance de ST, il faut être bon en probabilité? Peut-être pas, mais il faut être bon en analyse de risque par contre, parce que faire les cotations, c'est ton métier en fait. Complètement. Tu fais que ça toute la journée quelque part. Tu définis des criticités, c'est un peu ça. Il y a une question un peu spécifique sur les contrôles hors activité. C'est Groltar qui nous dit quelle fréquence pour les contrôles hors activité. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il y a beaucoup de contrôles hors activité, mais je pense que c'est Est-ce que c'est le lien avec les qualifications des AC que tu as en activité ou hors activité quand tu redémarres une zone par rapport à ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu finis ta prod, tu es en arrêt technique, donc tu es hors de conditions classées en conditions de production. Tu fais toutes tes opérations de maintenance, et après tu fais toutes tes opérations de nettoyage, désinfection en vue de la reprise. Et juste avant de reprendre les opérations, tu fais des contrôles la plupart du temps au repos, donc hors activité, où tu viens démontrer que tu satisfais aux critères de tes classes. Il n'y a pas les particules de partout, etc. Des particules, des micro-organismes, etc. Donc c'est en général dans ces cas de figure-là que tu fais des contrôles hors activité. Exactement. Et donc c'est la fréquence après les arrêts techniques. Il faut le définir, j'ai envie de dire, il faut le définir dans la CCS. Mais on arrête de faire tout ça maintenant. Tu n'as pas vraiment de contrôle hors activité, on va dire, dans la routine. Non, à part ça, Bon, après, tu as des contrôles microbio, mais qui ne sont pas hors activité. On fait des contrôles microbio sur les classes C, D, etc. Qui viennent se faire de manière à fréquence régulière pendant la prod aléatoire. Voilà. Sur la partie contrôle, on n'a pas parlé de la partie identification. Parce que on voit, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais qu'est-ce qu'on voit? Et je pense que le qu'est-ce qu'on voit, il est super important parce que du coup, ça aide à la décision. Parce que un germe non résistant, non pathogène va être forcément beaucoup moins inquiétant qu'un staph doré ou un bacillus ou un Escherichia coli, parce que ça veut dire que tu as quand même un certain nombre de barrières qui vont sauter. Mais on fait de l'identif sur les sites. Exactement. Donc du coup, c'est quoi une identif? Comment est-ce qu'on le fait et à quoi ça sert? Alors, tu le fais parce que c'est un intérêt, mais aussi parce que c'est réglementé. Tout à fait. Tu fais le lien avec l'annexe 1 et d'autres documents. Ils te disent, dans telle classe, tu dois faire tel type d'identification. Ce qui caractérise un micro-organisme, un peu comme nous, avec notre nom de famille et notre prénom, c'est ce qu'on appelle le genre et l'espèce. Donc on sait que tu as un micro-organisme qui va être de genre, par exemple, Staphylococcus, et d'espèce Epidermidis. Tu parles en latin, là, ça y est, c'est bon. Alors, quand tu fais de l'assurance de ST, tu dois être bilingue latin. C'est vrai, c'est une compétence de base. En micro-biologie du latin, c'est clair. Et donc, du coup, tu définis ça, et l'annexe 1 et d'autres référentiels te disent, pour tel type de classe, tu dois identifier ce qu'on appelle le genre, et tu dois aller à l'espèce, voir un peu plus loin, etc. Donc, ça a plusieurs intérêts. Si tu vois des contaminants et que c'est toujours à peu près le même type de micro-organisme, finalement, tu es dans ta tendance habituelle, donc tu monitores, mais pas de défaillance particulière. Si tu commences à avoir
par exemple des bacillus dont on a parlé tout à l'heure, ou des moisissures qui arrivent dans certaines salles, etc., tu dis, ok, je suis en train de perdre le contrôle de ma zone, de ma salle, de mon flux, etc. Donc, faire l'identification, c'est ça l'intérêt, c'est d'aller voir par rapport au type de micro-organisme, à quoi je peux relier en termes de source, et de comprendre quelle défaillance est en train de se produire. Le chemin de la contamination. Le chemin de la contamination. Donc ça, c'est tout ce qui est préventif. Et après, malheureusement, quand il est un peu tard, mais que tu as eu la contamination, soit en classe A, soit dans le produit, soit dans un MFT, alors ça, c'est vraiment l'intérêt d'aller faire l'identification, c'est pouvoir aussi consolider ton investigation. Oui, parce que ça veut dire potentiellement la source. Exactement. Donc forcément, c'est plus simple. Et la source formelle. Et donc d'avoir une conclusion beaucoup plus robuste. Même si ce sera toujours un peu des statistiques, mais on aura des orientations, des causes racines qui peuvent être très très probables quand on a ces parties d'investigation. Après, l'identification, moi par expérience, on est aussi là pour dire parfois quelques vérités, c'est que moi j'ai connu des identifications à tout va. À un moment, les identifications que tu vas faire, forcément c'est des analyses qui coûtent cher, tu dois les analyser, tu dois les faire, tu ne dois pas juste les faire par plaisir, etc. Il faut que tu connaisses ta flore. Quand tu as des gros pets en classe A, etc., forcément, tu dois identifier. Mais à un moment, il y a un juste milieu aussi. Il ne faut pas tout identifier. Il ne faut pas tout identifier parce que sinon, tu ne sais pas l'analyser. Et à partir du moment où tu ne vas pas l'analyser, un contrôle sans l'analyser, ça ne sert à rien. Puis après, tu arrives à une réalité plus industrielle où tu te dis que tu engorges ton labo. Qui te génère de l'identif, mais qui donne le résultat 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Mais c'est même absolument plus pertinent. C'est pire, c'est que moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de signer des rapports d'identif. Bon, ça fait 5 ans, on en a fait des milliers, ça n'a pas changé. La flore n'a pas changé. Il y a aussi une réalité économique. Il faut faire ce dont on a besoin pour prendre des décisions et puis pour connaître la flore. On peut pas alléger un peu là. Il ne faut pas non plus tout identifier à chaque fois, parce que il y a plein de techniques, mais tu as des techniques, on peut vite parler de quelques centaines d'euros par germe à analyser, parce que c'est des techniques qui sont extrêmement complexes. Et surtout, tu vas dépenser cette énergie-là sur le labo de microbio ou cette énergie financière, entre guillemets, pour ne pas l'exploiter. C'est là où c'est dommage. Il faut avoir la connaissance de sa flore sans forcément tout le détail. Parce que ça reste quand même ce que tu as autour de ta classe C, autour d'un isolateur. Le connaître, c'est bien, mais alors, connaître toutes les souches qu'il y a dans une classe C, tu sais qu'il y a des germes. Ça sert à rien de savoir avec un niveau de détail tout ce qui se passe, c'est qu'il y aura dans la classe C. Après, dans une classe C, il y a moins de débat, mais il faut savoir regarder comment on dit. Classe A, tu vas identifier. CD, tu vas te faire des limites, tu vas faire des politiques, tu vas faire prélever avant AT, après AT, hiver, été, etc. pour pouvoir avoir un certain nombre de valeurs significatives, statistiquement significatives. Après, tu ne vas pas mettre chaque bout de bactérie dans un spectromètre de masse. D'autant plus qu'on te demande de faire des tendances sur la partie environnementale de toutes tes classes, à minima trimestriel avec des bilans en général annuels, où du coup, tu dois les interpréter. Mais si tu as trop de données, limite, tu ne sais même plus les interpréter. Si tu les as trop tard. Ou si tu les as trop tard et tu dis, ok, c'était cool. Il y a 6 mois, il y avait ça dans la zone. Je peux vous dire ce qu'il y avait, et du coup, ce que j'ai pas fait pour résoudre ça. Parce que moi, j'ai fait. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est autre chose, mais je vous le dirai dans 6 mois. 6 mois. Et on se rappelle. Moi, j'avais une des personnes qui m'a formé sur la partie assurance qualité. Elle m'a toujours dit, ok, quand tu demandes un contrôle, dis-moi ce que tu attends du résultat avant que je fasse le contrôle. Oui, bien sûr. De qui je parle. Voilà, c'est tu me demandes un contrôle, ok. Si c'est ça, ça veut dire quoi? Si c'est ça, ça veut dire quoi? Dis-le-moi déjà de base, avant que je fasse le contrôle. Est-ce que tu vas générer la data maintenant? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça. Par rapport à nos personnes qui sont dans le chat, là, il y a un élément important pour les gens qui se destinent à aller au labo, c'est l'analyse macroscopique. C'est-à-dire regarder sur la boîte la tête, la forme du type de contaminant, et de se dire, ok, ça c'est plutôt un indicateur de bacillus, de moisissure, de blablabla, et de permettre d'appeler la prod ou l'assurance dossier en disant, tiens les gars, j'ai ça, j'ai pas le résultat d'identique, mais immédiatement je peux vous dire qu'il y a une défaillance, et du coup on applique la remédiation des infections, le machin. La décisionnelle qui va bien, ça peut être une aide. Et puis c'est bien aussi pour que les microbiologistes ou les techniciens de microbio, ils aient toujours cette conscience de qu'est-ce que sont les bactéries qu'il peut y avoir ou les germes, et pas juste
j'ai une boîte, il y a un truc qui est poussé, je le fous dans la PCA, je réfléchis pas, tu vois. J'attends le ticket, puis après on verra, quoi. Ça fait un peu moins, voilà. Il y a une question qui est intéressante de Sama Ringa, du coup, qui est a priori une très bonne question selon François Kemoulé. Qu'est-ce que toi tu penses des techniques de microbio rapide pour prendre des décisions rapidement? C'est mieux. Si c'est rapide, c'est rapide pour les prendre rapidement. Non, mais moi, ça fait des années que j'en entends parler des techniques de microbio rapide. Faut quand même j'ai pas encore vu une usine qui les a mis en place. En 4e année de pharma, j'ai fait un DU ou un truc comme ça, microbio, les techniques sur le méthode rapide. J'ai l'impression... 1862. J'ai l'impression que c'est toujours pas sorti, quoi. Enfin, c'était il y a 2004. Voilà. Mais en fait, tout à l'heure, je parlais de technologie par rapport à un système de production, à l'équipement de production. Dans l'annexe 1 et d'autres documents, on dit aussi, les gars, utilisez les technologies state of the art pour la microbiologie. Donc, ils font la part belle aussi, les autorités font la part belle aux méthodes de microbio rapide. Ouais, à l'innovation, quoi. À l'innovation, exactement. La complexité, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à utiliser ces méthodes-là vraiment pour des décisions GMP. On va pouvoir utiliser typiquement sur les systèmes d'eau, les systèmes de microbiologie rapide, on va les valider, etc. Et ça va nous permettre de détecter plus tôt et de permettre de prendre des actions pour éviter des tendances, des dérives, etc. Mais pas malheureusement pour libérer un lot. Pourquoi ça, du coup? Parce que si on les valide... Moi, je pensais que c'était la validation qui était compliquée. En fait, ça se fait, et de plus en plus sur des systèmes, je ne vais pas faire forcément de pub, mais il y a des systèmes qui sont connus, type Bactalert, etc., qui sont, eux, utilisés vraiment pour la libération des lots, pour faire des essais de sté. Donc, il y a quand même des systèmes qui existent. Aujourd'hui, ça dépend vraiment des supply chain. Et là, on est dans une réalité plus industrielle, où se dire, la méthode rapide, qu'est-ce qu'elle apporte en termes de valeur ajoutée pour gagner mon temps de cycle de libération? Moi, je ne vois même pas en tant que cycle. Une de mes premières décisions en tant que jeune pharmacien, c'était quand même détruire toute une semaine de production sur une ligne. Donc là, ça peut avoir... Et tu vois, et du coup, c'est là où moi j'ai un peu de mal sur cette latence sur les méthodes de microbio rapide. Est-ce que c'est 14 jours ou minimum voilà, parce pour avoir un test de sté? On va parler de 14 jours. On va parler de 14 jours. Donc ça veut dire que tu as l'alerte 14 jours après l'occurrence. Si tu es sur un germe spouroulant ou résistant, etc., bah, tu peux te le traîner pendant une semaine ou deux. Quoi. Ça veut dire qu'au moment où tu vas le détecter, il faut que tu agisses, mais tu vas peut-être agir trop tard. Quoi. Et moi, voilà, une de mes premières décisions, c'était jeter une semaine de prod complète. Bah, à un moment, tu n'es pas là pour produire, pour tout jeter. Parce que impact patient aussi, parce que la pénurie de médicaments, c'est un impact fort aussi, impact coût, impact écologique aussi, parce que quand tu produis tout ça, tu as dépensé de l'énergie, puis tu fous tout à la poubelle. Quoi. Et je trouve que moi, ce côté, on en parle au moins depuis 2004, voilà, et ça sort pas, quoi. Et ça sort pas. On est toujours sur les méthodes. Pour revenir au pourquoi on l'utilise pas. Les méthodes de polémique du soir. Ouais, c'est clair. On finit sur un débat. Les méthodes de référence. Je vais faire un sondage pour ou contre les méthodes alternatives. En fait, je pense que de principe, on peut être que pour. Quoi, tu vois, j'allais dire, pas faire de mauvais débats, mais comme les voitures électriques, sur le principe, tu peux être que pour par rapport à l'impact sur le climat. Après, quand tu te rends compte de la réalité de l'utilisation, des contraintes, etc., tu relativises et tu dis, finalement, ma machine classique, je vais peut-être l'emmener un peu plus loin. Mais sur le bien fondé, évidemment, plus tu es rapide à détecter, plus tu peux contrôler, maîtriser, orienter, potentiellement prendre des décisions aussi en termes de remédiation, de désinfection, etc., qui vont être moins impactantes que celles que tu vas prendre plus tard, même sans parler de rejet de l'eau, mais simplement sur la manière dont tu gères ta pompe. Donc oui, évidemment, c'est top. Après, il faut regarder le business case et voir vraiment si c'est complètement pertinent. Mais en release, on a du mal quand même. En release, ça reste, on est un peu conservateur, entre guillemets, dans la... Il y a quand même de bons exemples de produits, mais c'est souvent sur les nouveaux produits, les nouveaux médicaments, etc., sur lesquels tu développes ces méthodes-là, parce que sur les anciens, en fait, la contrainte réglementaire, le coût, stratégie réglementaire, machin, bidule, le business case n'est pas... J'ai en tête des produits qui étaient fabriqués à Strasbourg pour des patients uniques, enfin des produits avec des durées de vie où on était dans de la thérapie génique ou des trucs, des systèmes d'anticorps monoclonaux, tout comme ça, où tu étais sur des durées de vie où en fait tu n'avais même pas le temps de faire l'essai de sté parce qu'il fallait que ce soit injecté au patient. Médicamental et thérapie innovante. Voilà, de thérapie innovante, où là, quelque part, pour le coup, ok, peut-être que tu l'auras à peu près validé, mais ton test de sté, ton système rapide, quelque part, il donne au moins un résultat, peut-être partiel, mais avec au moins un peu d'assurance de sté en plus, ou un peu de niveau de confiance. Parce que de toute façon, 2 semaines après, ton produit est déjà injecté
digérer et compagnie, quoi. Donc, très intéressant tout ça. Bon. Et bien, il est déjà l'heure. Ouais. Il est déjà l'heure. Est-ce que vous avez une ou deux... T'as vu, ça passe vite, hein? Ouais. On pourrait en parler pendant des heures.